Shalom, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez vu la description de la vidéo. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Alors l'historique vient de John Cohen. Donc c'est un contributeur énorme dans la communauté de R, donc surtout dans les packages et tout. Et en fait, il a récemment créé un langage Vapour, donc qui est un superset de R. Donc c'est avec lui que j'avais discuté et c'est lui qui m'avait donné l'idée de pouvoir faire mon travail de master sur l'établissement d'un système de type pour le langage R. Et donc entre-temps, son équipe a vraiment beaucoup avancé. Donc ils ont déjà établi un site web pour ça, établi en fait quelques éléments qui concernent Vapour, sa syntaxe et tout. Ils ont même sorti une vidéo donc, qui explique un peu les éléments qui concernent Vapour et j'ai trouvé ça super cool, super bien fait. Et le truc cool, c'est que je me rends compte qu'on est allé dans la même direction. Il y a des choses pour lesquelles en fait on était tout à fait en fait alignés. D'autres aussi, on a des différences, mais ces différences sont un peu plus minimes. Donc je pense que ça va être vraiment bien. Donc eux, ils sont super avancés hein, par rapport à moi, par rapport à mon projet, parce que moi, je suis encore dans le type checker, parce que je n'ai pas encore créé tous les éléments qu'il me fallait. Hein. Donc j'ai eu plein d'idées et je suis en train de les implémenter et d'essayer de trouver un équilibre dans toutes ces fonctionnalités. Donc c'est ce que je vais vous présenter d'ailleurs sur le moment. N'hésitez pas bien sûr hein, à pouvoir aller visiter sur Twitter, X pour les autres qui veulent utiliser le terme X. Aussi bien sûr le site web et la chaîne YouTube avec la vidéo. Donc je pense que je vais mettre tout ça dans la description juste en dessous. Alors, pour aller dans le vif du sujet, j'aimerais parler justement du langage que j'avais créé, donc pour vous montrer justement jusqu'où je suis arrivé. Donc comme j'ai dit, pas encore tout à fait fini, mais avec déjà une assez bonne avancée. Donc je vous présente TypeR, c'est le nom que mon frère a donné, hein, Vestin, qui sort aussi les autres vidéos dans la chaîne, aussi un énorme contributeur pour moi dans la communauté de R et qui m'a appris R. Donc voilà, c'est juste un jeu de mots avec TypeScript, donc parce que voilà, TypeScript c'est le superset typé de JavaScript, mais TypeR aussi a aussi cette image d'être un superset, parce que à la fin ce sera transpilé ou transformé en du code R natif. Donc ici dans TypeR, juste pour vous en parler, donc le grand R là c'est juste parce que ça fait partie du jargon, donc mon frère connaît très bien ça et donc il a réussi à créer un nom qui je trouve très original que j'apprécie. Donc on n'a pas de logo, peut-être que ça pourrait être intéressant de voir si vous avez peut-être des idées, suggestions de logo et tout. Peut-être bien sûr dans un avenir on pourrait travailler aussi avec Vapour. Donc pour développer quelque chose ensemble parce que comme je l'ai dit on a beaucoup de choses en commun et je pense qu'on aurait pas mal à échanger et à contribuer. Donc comment je peux vous présenter ça alors? On va parler de la philosophie du langage. Donc pour moi, je parle souvent des langages en commençant d'abord par la philosophie parce que c'est la raison d'être du langage, le pourquoi il a été créé et comment on peut l'utiliser pour qu'il soit efficace. Donc dans la philosophie, en fait, je voulais justement créer un langage qui nous permet de créer des packages pour les data science. Donc ça, c'est assez important pour moi. C'est que on puisse vraiment être des développeurs d'outils, de modules, de modèles pour les sciences des données. Donc R qui a justement une base de statistiques qui compose les sciences de données, en fait, était un super candidat pour ça. Bien sûr, ce que j'ai aussi apprécié dans R, c'est son aisance, hein, donc un langage dynamiquement typé, fonctionnel. Donc vous savez à quel point je suis fan du fonctionnel. Mais voilà, donc c'est un langage qui nous permet de pouvoir écrire rapidement, développer rapidement, prototyper rapidement et même faire du direct. Hein. Donc c'est vraiment pratique pour les notebooks notamment. Et bien sûr, la partie sécurité, c'est ce que je veux ajouter avec TypeR. Je dirais juste assez de sécurité pour que ça reste toujours cool à utiliser, mais qu'on puisse développer des packages de façon sereine. Donc sans plus tarder, allons voir une des premières fonctionnalités hein, qui fait partie de l'aisance, c'est l'inférence de type. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà. Donc en fait, vous n'avez juste qu'à définir ça comme ça. Hein. Donc je vais créer une variable A et qui est de type numérique et qui va avoir le chiffre 9. Donc comme vous voyez ici, c'est juste une variable A. Donc aujourd'hui maintenant les langages modernes hein, utilisent plutôt le let et vous avez aussi
ici le type qui est donné. Donc pour mon système, pour l'instant, il affiche les types donc générés. Donc là, nous avons num. Et donc en fait, grâce à ça, je peux très bien mettre autre chose comme par exemple true. Et donc là, il va me répondre faux parce que le type ne match pas. Donc vous pouvez aussi écrire true comme ça. Hein, donc pour les utilisateurs de R, j'ai pensé aussi à vous. Donc vous n'avez pas besoin aussi d'utiliser forcément le égal. Hein, vous pouvez utiliser ça tout autant. Et bien sûr, la chose pour laquelle je vous parlais, donc c'est l'inférence de type. Vous pouvez aussi inférer le type. Donc le langage va deviner pour vous le type qui est proposé. Donc voilà, ça c'est l'aspect inférence de type. Après, nous avons aussi la sûreté pour les sciences de données. Donc je m'explique, les sciences de données, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur pas mal de choses. Donc l'élément de base, c'est surtout les tableaux multidimensionnels. Donc c'est des tableaux comme des tenseurs, des vecteurs, des matrices, des choses dans le genre. Et en fait, ce que j'ai pu tirer de mon travail de master, donc c'est surtout en fait les types dépendants. Je pourrais en parler vraiment longtemps parce que c'est vraiment cool et puissant, mais je vais plutôt vous montrer parce que c'est plutôt une implémentation légère de ces types-là, donc sans aller trop en puissance parce que sinon je perdais aussi l'inférence de type. Mais voilà. Donc ici, je peux créer maintenant un tableau, donc je vais l'appeler T. Et donc qui va avoir en fait un index, c'est-à-dire c'est un tableau de longueur 3 comme par exemple, et je vais mettre 1, 2, 3. Donc je vais retourner T. Bon, je peux même peut-être mettre tab, hein, parce que pour montrer que je fais un peu d'effort devant l'écran. Donc voilà, ici j'ai le type array avec la longueur de 3, donc un tableau de longueur 3 et avec un numéro. Bien sûr, vous avez toujours l'inférence de type, hein, donc c'est-à-dire si je lance comme ça, il va inférer le type naturellement. Si vous mettez un faux type, donc le type qui ne va pas, ben, vous voyez qu'ici vous avez un problème. Vous voyez aussi ici que si vous changez l'index et que c'est pas le bon, vous avez tout autant un problème. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut faire avec ça. Après vous avez aussi la possibilité, comme par exemple, de créer une matrice. Donc en faisant ça, hein, donc c'est deux tableaux. 1, 2, 3, je pense que je vais mettre 4, 5, 6. Et voilà, donc on voit ici que nous avons un nouveau type. Donc c'est un tableau, donc il y a un index qui a un type à l'intérieur et ce type, en fait, c'est un nouveau type tableau. Donc qui a aussi un index, donc 3 et num. Donc c'est un tableau qui a 2 lignes et 3 colonnes. Simple comme bonjour. Donc après, nous avons aussi la notion de alias. Donc on peut créer des types alias. Comme par exemple là, je peux créer quelque chose comme mat pour matrice. Et je vais mettre m ligne n colonne. Donc ce serait l'équivalent au type tableau de tableau. Donc ici, je vais mettre num. Parce qu'habituellement, les matrices, c'est des éléments numériques. Mais ça peut être pour autre chose. Mais ici, on va dire j'ai un peu de flemme. Donc là, je peux mettre comme ça. Et de cette façon-là, en fait, j'ai créé une sorte de alias de type. Hein. Donc, c'est pas vraiment un nouveau type, mais c'est un raccourci. Donc, si je fais maintenant matrice de 2 lignes et de 3 colonnes, donc j'ai aussi ce typage-là. Donc, dans mon cas, j'essaie toujours de garder le type nature et brut. Mais sinon, donc, nous, on peut utiliser maintenant des raccourcis comme ça dans la notation de notre langage. Donc ce qui veut dire que maintenant je peux aussi créer des fonctions comme par exemple let. Donc je vais la nommer transpose. Et avec l'aide des génériques, hein, donc c'est ce que vous voyez ici, hein, donc on peut créer des génériques. Les génériques se font avec des lettres majuscules, une seule lettre majuscule. Donc maintenant je peux créer une fonction fn. Donc ouais, je l'ai nommé fn, hein. Vous pouvez le nommer func aussi. Donc, un peu la façon de Go ou function en entier aussi. Donc, à vous de choisir. Moi, je préfère plutôt fn. Donc, ici, après, je peux dire que c'est une matrice qui va être de type mat, qui va avoir m ligne, n colonne, et qui doit retourner une matrice qui fait donc n ligne, m colonne.
Donc ici, pour la fonction, je vais mettre 3 petits points. Donc c'est pour dire que la fonction n'est pas implémentée parce qu'on s'intéresse uniquement au niveau des types. Donc après, pour une fonction, on peut aussi la mettre sous cette forme-là, si vous voulez quelque chose un petit peu plus joli. Donc ça aussi, ça marche tout autant. Mais voilà, donc vous voyez qu'on peut maintenant développer des fonctions qui captent ce type d'information. Donc que la transposition doit marcher de cette façon-là. Donc de cette façon-là, on peut même créer donc, le corps de la fonction et s'assurer à ce qu'on retourne bel et bien le bon élément. Donc il y a encore plein d'autres choses qu'on peut faire dedans. Donc j'ai pu créer comme par exemple de l'algèbre linéaire type-safe dedans pour créer aussi notamment des modules, oui, des modèles comme par exemple pour les statistiques ou les sciences des données ou bien même l'intelligence artificielle. En fait, vous êtes maintenant capable de pouvoir faire du typage sûr, certain et serein. Et j'espère que vous appréciez la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et donc voilà, je voulais juste vous présenter notre Discord. Donc c'est là où vous pouvez en fait nous parler assez souvent, constamment et donc avec toutes les informations que vous voulez. Donc c'est ici où vous trouverez directement tous les channels qui vous intéressent. Vous trouverez les chaussures à votre pied. Et bien sûr, nous serons contents de pouvoir discuter avec vous. Donc voilà, nous avons aussi notre site WeData, qui est aussi plus lié sous forme de blog ou de zone pour nous exercer. Donc il y a vraiment de tout. Ça fait depuis un moment que je devrais écrire un blog, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc je ferai un jour, je pense, un blog post dessus. Et sinon, nous avons aussi notre compte Insta. Donc bon, c'est plutôt un compte là où on met pas mal de mèmes ou pas mal d'éléments juste pour chill. Donc vraiment, c'est l'endroit où nous sommes aussi. Donc si jamais, vous pouvez nous retrouver dans ces plateformes-là. Donc sans plus tarder, on va continuer la vidéo. Après, nous avons aussi les data frames, parce que je sais que les utilisateurs de R et pas mal des data analystes en fait, utilisent ça. C'est vraiment la base, la norme. Donc en fait, ce que j'ai pensé, c'est la notion d'objet, ou plutôt de record. Moi, j'appelle ça plutôt des records. Donc moi, je mets plutôt R. Donc record, tac. Et nous avons, comme par exemple, on va créer un point. Donc position x0, y0. Donc lorsque j'évalue le type du record, donc je vois que c'est un type record. Donc il y a un champ x en tant que number, y en tant que number. Donc comme j'ai dit, vous pouvez utiliser le mot-clé object aussi, si vous voulez. Donc ça peut aussi être utilisé. Sinon, vous pouvez aussi en fait abuser. Donc pour les vrais nostalgiques de R, vous pouvez en fait faire quelque chose comme ça. Tac. Parce que techniquement, c'est bel et bien une liste labellisée que vous créez. Et de façon donc, le type checker va l'évaluer en tant que record. C'est pour ça que je préfère quand même la notation record. Bon, après, c'est vraiment sur la préférence de chacun. En plus de ça, donc, on peut capter justement le record. Donc, on pourrait mettre comme par exemple x, c'est un nombre, y, c'est un nombre. Donc, on peut capter le type, tout simplement. Mais une chose que j'ai ajoutée, c'est ce qui s'appelle le raw polymorphisme. Donc, dans la littérature, c'est quelque chose qui va me permettre de faire ça. Donc en fait, en termes sémantiques, ici, on parle de sous-typage. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est un sous-type de ça. Et on pourrait se demander pourquoi, parce que ce truc-là, il est plus petit que l'autre quand même. En fait, vous pouvez imaginer ça comme une liste de restrictions. C'est-à-dire que ici, on parle des objets qui ont comme champ un x qui est un nombre et un y qui est un nombre. Donc, ça fait moins d'objets possibles. Alors que ici, si on prend simplement les objets qui ont x, en fait, ça prend aussi l'autre. Donc, là où nous avons y qui est un nombre. Tout autant. Et donc ça pourrait nous permettre de faire des choses comme ça, comme par exemple. Donc, on peut créer une fonction qui va, comme par exemple, prendre un data frame. Et donc, on demande cette restriction. Donc, ça doit être uniquement des data frames qui ont une colonne âge qui est de type nombre. Du coup, si le data frame a ça, on va pouvoir travailler avec. Donc ça, c'est quelque chose de beau, je trouve, et de pratique. Donc ça nous permettrait vraiment de créer des
modules, des packages qui sont spécifiques à certains éléments, donc des data frames. Bien sûr, c'est quelque chose que j'aimerais travailler parce que pour l'instant, la notion de records et de data frames ne sont pas encore aussi synchronisés que je le voudrais. Donc je ne sais pas si j'arriverai à trouver quelque chose dessus, mais je ferai aussi mes recherches pour avoir quelque chose de bien aussi. Ça, c'était les éléments qui me permettent aussi d'avoir des data science un peu plus sécurisés. Et l'un de mes points favoris, donc qui vont avec cette fois-ci l'aspect aisance et sécurité, c'est aussi la réutilisation de code. C'est quelque chose de très puissant. La programmation orientée objet avait voulu faire des choses aussi intéressantes comme ça, hein, donc avec par exemple l'héritage. Mais en fait, vous verrez que je ne prendrai pas ça. Donc il y a en fait un mouvement qui voulait que R puisse être de plus en plus orienté objet. En fait, je vais montrer aussi quelques solutions qui le rapprochent plus de l'orienté objet tout en restant fonctionnel. Donc ça va être vraiment des constructions que vous avez peut-être bien appréciées, hein, parce que j'ai tiré ça de différents langages, Rust, Go, NIM, qui eux ne sont pas techniquement orientés objet, mais prennent son essence sur l'orienté objet. Donc je vous invite à regarder les quelques vidéos que j'ai aussi fait sur l'orienté objet et sur son origine, sa façon d'être faite et utilisée, parce que il y a pas mal d'infos qui pourraient vous intéresser donc dans l'usage, et en fait même les vidéos que je vous ai envoyées précédemment donnent des indices sur comment utiliser TypeR. Donc si jamais vous avez envie de voir, n'hésitez pas. Donc ici, on va voir quelques éléments intéressants pour la réutilisation de code. C'est notamment la notion de l'uniform function call. Donc c'est quelque chose qui va nous permettre de faire quelque chose comme ça. Donc ici, je vais définir comme par exemple, je vais créer un type. Donc je vais faire un type point. Donc qui va plutôt être donc x numéro. Donc ici, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, hein, que je fais en continu, mais voilà. Donc ici, nous avons un point. Et à partir de là, en fait, je vais créer une autre fonction que je vais appeler add. Donc c'est une fonction addition. Donc je peux attribuer le truc comme ça. Donc fonction addition, je vais créer quoi, fn. Donc ça va prendre un premier élément, donc ça va être un point. Je vais prendre un deuxième élément, ça va être un point. Et je vais retourner un point. Donc voilà. On ne se foule pas. Et à partir de là, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est plutôt d'additionner ça. Donc on va faire un let. Je vais créer un point, donc je vais appeler p, qui va prendre cette valeur-là. Donc c'est record, donc x0 comme par exemple, et y2. Et donc en fait, je peux appeler p, donc en faisant add p et p. Donc j'additionne p avec p. Et donc vous voyez, nous nous retrouvons avec le résultat. Hein, donc vu que c'est un point additionné à un point qui donne un point, on a ça. Donc à l'intérieur, on aurait très bien pu définir, je pense que même ici, c'est mieux de garder la fonction comme ça. On aurait très bien pu mettre à l'intérieur un nom, justement, donc quelque chose qui nous permette de pouvoir faire le travail, comme par exemple additionner les coordonnées x et les coordonnées y. Mais ici, donc, on a add p et p qui nous donne ce résultat. Mais je peux aussi faire quelque chose comme ça. P pipe add p. Et donc, vous voyez qu'on a aussi quelque chose comme ça. Donc, je pense que ça, vous connaissez. Hein, donc, pour ceux qui font du R, c'est le pipe. Donc, on peut piper plusieurs éléments et donc tomber sur le résultat. Bon, ici, vu que c'est simplement des points qui s'additionnent, ça marche comme ça. Vous avez aussi la possibilité, en fait, de noter les choses comme ça aussi. Donc, .add p, .add p. Là aussi, ça fonctionne. Hein, vous pouvez enchaîner les trucs comme ça. Ces deux notations, en fait, donnent cette notation. Donc, en fait, j'ai simplement fait un sucre syntaxique qui nous permet, en fait, d'utiliser soit des pipes, ou soit, en fait, une appellation par méthode, comme on dirait. Donc,
De cette façon-là, en fait, les personnes sont un peu plus libres. Si vous avez une approche un petit peu plus fonctionnelle, ben, vous prendrez peut-être les pipes. Si vous avez une approche un peu plus orientée objet, ben, vous prendrez en fait cet appel-là. Mais ça donnera exactement la même chose. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose de plus. Si je fais maintenant un P plus P, vous pensez que ça va donner quoi? On penserait qu'il y a une erreur, mais en fait, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lié à une notion que j'appelle l'operator overloading. En fait, j'ai triché. Add est en fait un élément qui est, comment on appelle ça? Oui, voilà, est plutôt un élément qui est réservé. Donc, mon type checker a la capacité de comprendre que, en fait, add n'est pas simplement une fonction comme n'importe laquelle, mais est liée en fait à l'opérateur ici. Donc, cet opérateur-là, en fait, va directement être interprété comme add p, p. Donc, si on transpile ou on compile dans du code R, ça donnerait plutôt quelque chose dans ce genre-là. Donc, tout va être transformé en une forme un peu plus basique, mais d'appel fonctionnel. Donc, de cette façon-là, en fait, nous avons aussi la possibilité de créer notre propre type et de pouvoir en fait implémenter des opérateurs. Donc si on veut faire un petit peu notre propre arithmétique, donc je pourrais développer comme par exemple des nombres complexes et créer des opérations par-dessus. Ce serait donc la liste des opérateurs que je voudrais réserver. Donc ça veut dire que les plus vont se transformer en add, les plus vont se transformer en add 2, donc les moins vont se transformer en sub, les moins vont se transformer en sub 2, les mules vont se transformer en les étoiles vont se transformer en mul, je veux dire, et les doubles étoiles vont se transformer en mul 2, les hâtes vont se transformer en hâte, quoi, et les doubles arrobas vont se transformer en hâte 2. Donc ce serait le but. Comme ça, en fait, ça laisserait à une personne de développer en fait son package avec en fait ses propres types, sa propre arithmétique et sa propre façon de faire. Donc c'est vraiment pour une orientation un peu plus data science, un peu plus oui, un peu plus dans ce sens-là en fait, c'est le but. Aussi donc pour vous montrer que je ne blague pas, en fait ici, vous voyez une autre subtilité derrière, c'est que je peux définir plusieurs fois la même fonction. Donc c'est aussi un petit peu lié à Uniform Function Call. C'est juste qu'en fait, le langage, ou plutôt le type checker est assez intelligent, parce qu'en fait, il va créer des sortes de pseudo namespace, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir définir deux fois le même truc, parce que il va prendre le premier paramètre de la fonction en tant que tel, comme objet ou comme target. Donc c'est pour ça que vous pouvez aussi noter les choses comme ça, et donc il va être capable d'inférer par lui-même de quoi on parle. Donc ça c'est aussi un avantage lorsque on travaille avec ce type de système, parce que comme je vous ai dit, j'essaie vraiment de cacher quelques informations qui sont pas très utiles, parce que bon, pas très utiles pour l'utilisateur, parce que par exemple il y a aussi la notion de kindings dans les fonctions, que j'ai aussi caché la notion de kindings parce que ce serait aussi contre la politique de simplicité et d'aisance de type R. On peut créer un type, on peut créer des fonctions qui lui sont propres et ensuite directement travailler avec. Donc ça c'est vraiment beau. Une autre fonctionnalité que j'ai pas encore ajoutée parce que je suis encore en train de travailler dedans, parce que là cette fois-ci ça va un peu plus loin dans la métaprogrammation, mais qui est vraiment pratique et que je trouve beaucoup plus propre et beau que de l'héritage, hein, parce que vous verrez que même si dans Type R je cherche des moyens de pouvoir rapprocher les choses de la programmation orientée objet, je ferai quand même en sorte d'éviter à tout prix de mettre de l'héritage. En fait, il y a déjà des solutions existantes qui sont assez intéressantes, notamment dans Go. Je crois qu'il y a aussi, je pense que c'est Kotlin qui a quelque chose de similaire aussi, mais c'est du type embedding. Donc c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une sorte d'héritage, mais qui reste quand même de la composition. Donc si vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Imaginez-vous que c'est juste de l'héritage, mais plus propre et qui va vous apporter moins de problèmes. Donc là, je crée un type point. Donc là, je crée les fonctions right et left. Donc ça va déplacer le point. Donc ça prend un type point, ça prend un nombre et ça déplace le point. Et après, je peux créer comme par exemple un type caractère qui va prendre un point comme membre. Mais vous voyez qu'il y a une étoile, c'est-à-dire que point est embedded, donc il est incrusté ou inclus. Ce qui veut dire qu'après, je peux créer
un C qui est de type caractère. Donc là, j'ai mis 3 petits points parce que le code, il ne run pas. Hein. Je n'ai pas encore fini l'implémentation. Et bien évidemment, à partir de là, je peux appeler write qui provient de point. Parce qu'en fait, ce que va faire le type embedding, en tout cas celui que je vais implémenter, c'est juste que lorsqu'on va faire l'embedding, c'est juste qu'il va créer un... Bon, en fait, même, je vais juste copier ça. Il va créer en fait une nouvelle implémentation de write qui va pas prendre point, mais qui va prendre caractère. Ensuite, il va retourner ça. Et ici, à voir s'il va retourner caractère, mais normalement oui. Et en fait, là-dedans, il va juste faire c.p, qui est le point. Et ensuite, il va faire justement write. Donc, il va créer cette fonction par défaut. Donc, ça va être une redirection automatique. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est pas de l'héritage, parce que vous verrez que en faisant de l'embedding, caractère ne devient pas un sous-type de point. Donc, tous les endroits où on attend point, on ne pourra pas mettre caractère. Par contre, avec des interfaces comme le fait Go, donc vous pourrez très bien faire une interface qui a peut-être les éléments movable, donc qui demande d'avoir les fonctions right, left et tout. Et donc ça veut dire que point et caractère, ou tous les types qui font de l'embedding de points, donc qui incluent point en leur sein, vont pouvoir utiliser en fait vont pouvoir en fait être passés dans l'interface. Donc si c'est une interface movable, donc en fait on pourra mettre en fait dans toutes les fonctions on attend movable, on pourra mettre caractère ou point. Donc voilà. Donc ça c'est encore quelque chose pour lequel je dois travailler parce que il y a encore pas mal d'éléments importants à mettre en place pour typer le tout. Donc vraiment c'est pour présenter des idées hein, parce qu'il y en a plein. Après, j'ai aussi l'inférence d'interface. Ça veut dire que, comme je l'ai montré tout à l'heure avec add, ce que j'aimerais faire, c'est que on donne déjà aux objets l'attribut, comme par exemple de la classe, de l'interface, comme par exemple addable. Si je crée une classe addable qui utilise la notion de add, en fait, il suffit juste de l'implémenter. Ou d'écrire la fonction sans forcément faire attention à si on implémente telle ou telle interface ou sans le mentionner directement et nous serons capables de le faire. Donc en fait c'est comme Go, littéralement. Donc il y a ça. Et j'aimerais aussi ajouter la notion de pseudo-traits, donc de Rust, qui lui en fait va nous permettre de pouvoir avoir des sortes de classes abstraites. Donc c'est-à-dire qu'on pourra faire une interface qui aura justement à l'intérieur peut-être une fonction qui aura ces trucs là, mais après on peut dans l'interface, donc bon, si vous comprenez pas tout ce n'est pas grave hein, c'est quelque chose qu'on pourra voir aussi peut-être si on finit bien, si je finis bien le langage. Donc voilà, une interface avec aussi une fonction qui, elle, va être implémentée directement. Et donc en fait, tous les types qui implémentent l'interface vont avoir cette fonction gratuite. Donc tout ça vraiment, c'est le genre de choses qui sont là pour aider en fait à faire de la réutilisation de code. Ça aussi, ça fait partie de ma wishlist, mais j'aimerais tout autant avoir la possibilité, comme je vous ai montré, de faire du pipe. Donc par exemple, si j'ai une fonction, en fait, qu'on puisse faire quelque chose comme par exemple, on a set, tac, pipe, incre, comme ça, mais que, comme par exemple, si cette fois-ci on traite avec un tableau, par exemple 7, 8, 9, en fait qu'on puisse juste mettre incre, donc par là, et donc en fait le type checker va comprendre que on traite ici avec un tableau. Donc en fait, c'est juste que il va l'implémenter en tant que map de cette façon-là. Donc vous n'avez pas besoin de tout comprendre, mais c'est juste pour vous montrer parce que vu que maintenant type R va avoir des types vraiment scalaires natifs, donc il va falloir aussi faire une différence entre l'implémentation sur un seul élément ou sur une liste d'éléments. Un autre élément qui va être super puissant aussi, qui nous aidera dans la gestion des données et tout, c'est surtout la notion de enum. Parfois on appelle ça des sumtypes, etc. Mais mon frère m'avait montré en fait quelque chose d'encore plus puissant, donc, qui est basé sur ça, mais qui marche vraiment très bien. Donc je vais pouvoir vous montrer ça.
Donc je les appelle des tags, hein. Donc pour les utilisateurs de Rust ou autres, ben, je pense que vous savez que c'est peut-être des enums ou peut-être des algebraic data types. Ici donc, je vais vous montrer quelques éléments qui peuvent vraiment illustrer la puissance du truc. C'est que là, je vais définir un type, comme par exemple, je vais définir un type feu rouge. Et donc en fait, je vais mettre un feu rouge, je vais mettre un feu vert, je vais mettre un feu orange. Donc pour les utilisateurs de R, ce serait quelque chose de similaire à un factor. Ouais, c'est ça. Ce serait plutôt les factors, ça. Donc de cette façon-là, en fait, je peux créer, donc par exemple, un élément feu qui va prendre justement le type feu. Et donc si je mets vert, comme par exemple, on va savoir que c'est un élément du lot. Donc si je lance, voilà. Donc ici, c'est noté là parce qu'on peut aussi mettre des éléments à l'intérieur. Donc c'est tout autant possible. Donc voilà, vous avez en fait la capacité d'avoir ce type de données présent. Mais vous avez aussi tout autant la capacité et la possibilité en fait d'utiliser un tag comme ça. Donc c'est une valeur par défaut. Donc vous n'avez pas besoin de la prédéfinir, la préconstruire ou quoi que ce soit en fait. Vous l'avez gratuit comme ça. Donc si tout d'un coup vous avez envie de créer une valeur à la volée, ben, vous pouvez créer une valeur à la volée, elle se créera à la volée. Donc ça c'est quelque chose qui peut être très avantageux, notamment si vous voulez comme par exemple définir, parce que je vous ai parlé de mon objet point, mais vous voulez peut-être avoir votre propre point qui ne soit pas d'une librairie en fait qui est autre, mais en fait vous pouvez faire quelque chose comme ça. Point x num et y num. Et donc là, vous êtes sûr que vous n'avez pas un point qui est similaire à l'autre. Donc comme ça, vous pouvez très bien créer une fonction, comme par exemple, ce serait fn, qui prend un p qui est de type point machin chose, etc. Parce que en fait, même si on peut les unir ensemble, ces tags sont aussi indépendants et peuvent servir de type indépendant. Donc l'un des trucs cool qui va être bien et intéressant, c'est bien sûr qu'on va pouvoir faire du pattern matching. Donc on pourra faire match avec quelque chose qui nous permettrait de faire, comme par exemple, si c'est rouge, si le feu est rouge, alors on va faire telle chose. Si le feu est vert, alors on va pouvoir faire telle chose, etc., etc. Donc ça va nous permettre de pouvoir éviter les erreurs ou d'oublier en fait des cases. Donc après vous aurez aussi la possibilité de pouvoir matcher un cas puis tout le reste des cas. Donc tout ça, si vous connaissez le pattern matching, ça marche tout autant. Aussi ça va être pratique pour la gestion des erreurs, hein, donc parce que vous pouvez avoir un type option qui va pouvoir en fait prendre n'importe quel type dedans. Et donc en fait vous avez soit un résultat qui contient le type, donc ça pourrait être somme de t, ou soit en faisant une union donc avec none. Et donc après vous pouvez aussi créer d'autres types comme par exemple not number, etc., etc. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix pour la construction de ces choses-là. De plus, ce qui est cool avec les tags, c'est que vous serez aussi capable de faire quelque chose dans le même genre. Donc si vous faites un if, comme par exemple ici vous retournez rouge, ici vous retournez vert. Donc je vais faire en sorte à ce que le type checker puisse inférer directement qu'en fait le type c'est rouge, union, vert. Donc comme ça vous avez en fait la possibilité de simplement retourner les valeurs que vous voulez et ensuite le système de type va pouvoir savoir ce qu'il est bon de faire. De cette façon là en fait vous pourrez retourner des messages d'erreur différents, mais il s'occupera de tout mettre dedans parce que c'est vrai que les enums dans Rust et dans les algorithmes data type dans Haskell comme par exemple sont un petit peu trop rigides. Ici on a beaucoup plus de liberté et ça correspond très bien à l'image liberté de R. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc il y a encore plein d'autres choses que je pourrais aborder. Je pense que même dans la suite, peut-être d'autres idées viendront. Parce que ma tête est remplie de plein de trucs, quoi. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, on a abordé à peu près l'essentiel. Hein. Donc il y aura aussi quelques autres points que je trouve un petit peu moins intéressants, notamment l'aspect de la mutabilité, parce que c'est pas non plus un truc ultra révolutionnaire. Mais voilà, hein, donc ce genre de choses peut aussi exister, ce genre de choses peut aussi servir. Je suis assez content d'avoir créé un système qui soit assez équilibré. Donc je dois encore le rééquilibrer parce que je pense qu'il y a quelques éléments qui n'entrent pas encore bien en compte. C'est comme par exemple la syntaxe pour les tags union
Et bien évidemment, la syntaxe pour les alias, il va falloir aussi que j'arrive à trouver un juste milieu avec ça. Euh, Aussi plein d'autres choses que je vous ai pas montré, hein, parce que c'est encore buggy, encore des trucs qui ne fonctionnent pas bien, notamment avec les génériques qui ne sont pas très bien utilisés, hein, donc lorsque on crée des sortes de pseudo namespace avec le système. Donc ouais, il y a pas mal de choses que je peux encore améliorer et que je dois améliorer, qui va peut-être prendre pas mal de temps et peut-être même le plus de temps. Ça, je ne sais pas encore. Mais voilà, en tout cas, je vous ai présenté vraiment les fonctionnalités qui me tenaient à cœur. Je pense en tout cas que si ce langage sort, donc quand il sortira bientôt, ben, qu'il apportera aussi pas mal de choses dans la communauté de R. En tout cas, je l'espère, je le souhaite. Et ouais, c'est juste que voilà, j'avais beaucoup apprécié ces idées, beaucoup apprécié euh, ce type de formatage. Donc bon, pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est encore assez maladroit. C'était juste vraiment pour pouvoir présenter mes idées, les exposer et après pouvoir après créer un produit final qui réussira vraiment à faire son job et son taf. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, allez regarder aussi nos autres vidéos, partager aussi celle-ci. Donc vraiment, vous avez encore plein de moyens de pouvoir interagir, notamment dans la section commentaires, si vous avez des questions, si vous cherchez peut-être des choses en particulier. Comme j'en ai parlé aussi, nous avons un Discord que vous pouvez aussi rejoindre, vous pouvez aussi nous rejoindre dans nos autres plateformes. Donc voilà, en tout cas, assez content de vous avoir pu vous présenter ce projet, hein. C'est un projet qui me tient aussi à cœur. D'ici là, que Dieu vous bénisse.